Ok, alors là, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo du module de l'analyse fondamentale, donc sur les banques centrales. Donc, si vous voulez faire du trading, si vous êtes trader, mais que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas ce que c'est qu'une banque centrale, pour moi, ça va être très compliqué de trader dans ces conditions-là. Donc, je vous conseille de suivre cette vidéo, de prendre des notes et essayer d'en tirer le plus possible. Donc déjà, qu'est-ce qu'une banque centrale? Quel est son rôle? Donc une banque centrale, c'est comme on dit la banque des banques. Donc c'est la banque qui est au-dessus des banques commerciales. Et son rôle, c'est de maintenir une inflation stable dans son pays, donc aux alentours de 2%, de maintenir une croissance économique stable et élevée, et ainsi qu'une croissance financière. Voilà. En gros, son rôle, c'est de faire en sorte que l'économie de son pays soit correcte. Donc, on va voir le système financier, les acteurs qui le composent, pardon, et comment il fonctionne. Donc, c'est la première étape à connaître. Donc, dans le système financier, on a trois grands acteurs. On a les citoyens, les banques commerciales et les banques centrales. Donc, il y a les citoyens, donc vous, moi, les entreprises. On va effectuer des transactions, on va dépenser, donc des choses toutes bêtes du style faire ses courses, acheter un iPhone, mais surtout les grosses transactions du style acheter une maison, acheter une voiture ou autre, qui vont devoir nécessiter la contraction d'un crédit. Donc, comme vous le savez, normalement, pour faire des crédits, il faut passer par les banques commerciales. Donc, on va prendre un exemple. Donc, les banques commerciales du style BNP, Société Générale, voilà, vous connaissez. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons que moi, je vais acheter une maison à 500 000 euros. Donc, j'emprunte de l'argent à la banque commerciale. Donc, imaginons que j'emprunte 500 000 euros à la banque commerciale à un taux d'intérêt de 2,5%. Bon, bah, ok, c'est bien, c'est bon, j'ai fait mon taux, j'ai fait mon emprunt, pardon, j'achète ma maison. Mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'il est fixé ce taux d'intérêt. Et ben en fait, ce taux d'intérêt, il est fixé par la banque centrale avant d'être fixé par la banque commerciale. Donc la banque centrale, elle va fixer un taux d'intérêt, bon, en fonction de plein de choses qu'on verra après, mais elle va fixer un taux d'intérêt, par exemple à 2%. Et en fait, ensuite, ce taux d'intérêt-là de 2%, la banque centrale va emprunter de l'argent aux banques commerciales, au taux d'intérêt de 2%. Puis la banque commerciale, puisqu'elle doit se faire de l'argent, c'est une entreprise, elle va nous emprunter de l'argent à un taux d'intérêt plus élevé, donc à 2,5%, pour se faire un rendement, faire un bénéfice. Et puis nous, bon, bah, une fois qu'on aura notre emprunt, on va dépenser et participer à la croissance économique. Ok, donc maintenant on a vu le rôle d'une banque centrale et les systèmes financiers. Donc on va voir les différents outils que la banque centrale possède pour justement pouvoir remplir son rôle. Donc il y a quatre grands outils, mais il y en a surtout un outil principal qui drive les marchés Forex, c'est le taux d'intérêt. Donc dans cette vidéo, on verra en détail seulement le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Ça représente le coût de l'argent, pardon. En les montant, la banque centrale freine l'économie et renforce la monnaie. Ensuite, on a l'achat et la vente d'obligations. Donc en gros, c'est un peu la création de dettes d'un État. Donc elle achète ou vend des obligations d'État sur les marchés pour injecter ou retirer de la liquidité. Donc ça va permettre de renforcer ou affaiblir légèrement une devise indirectement en soutenant la croissance économique ou en la ralentissant. Ensuite, on a ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Donc ça, c'est les pourcentages que les banques doivent garder en caisse. Plus c'est élevé, moins elles peuvent prêter. Une banque, quand on met de l'argent à la banque, vous le savez peut-être déjà, mais l'argent ne reste pas dans la banque. La banque, ce qu'elle fait quand on dépose notre argent, c'est qu'elle prend notre argent et elle le réinvestit quelque part. Et puis bon, le jour où on le demande, elle va nous donner de l'argent en quantité qu'on le demande, mais ce ne sera pas forcément l'argent qu'on aura déposé. Et en fait, il y a cette réserve obligatoire. Donc, mettons que moi, je pose 100 euros à la banque, et puis il y a une réserve obligatoire de 20%. Donc, la banque, par la banque centrale, est obligée de garder 20 euros sur ces 100 euros. Puis, les 80 autres euros, elle peut décider de les réinvestir dans l'économie ou dans les entreprises qui l'intéressent. Donc voilà, donc en fait, augmenter la réserve obligatoire ou la diminuer, ça va directement impacter les investissements des banques en général. Et on le sait très bien, c'est les banques qui investissent le plus, c'est eux les plus gros acteurs sur les marchés financiers. Donc ça va directement impacter la croissance économique à la hausse ou à la baisse en fonction de si la réserve obligatoire augmente ou diminue. Et ensuite, en dernier recours, on a ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Donc, c'est un programme massif d'achat d'actifs pour inonder le marché des liquidités en cas de crise. Donc, ça permet de soutenir une devise, par exemple, pour éviter de recourir à des taux d'intérêt négatifs. Mais ça, c'est vraiment un dernier recours, c'est très rare. Ok, donc là, je vais juste du coup vous montrer le cycle économique pour que vous compreniez quand est-ce que la Banque centrale va décider d'agir du coup sur une hausse de taux ou une baisse de taux.
Donc mettons que dans cet exemple, on est à cet endroit-là de l'économie où donc il y a très peu de croissance économique, l'inflation est élevée, les emprunts coûtent cher, donc il n'y a pas beaucoup de consommation, et cetera, et cetera. Donc à ce moment-là, la banque centrale va décider de baisser les taux, et là, la croissance économique va monter petit à petit, elle va augmenter, 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 augmenter. Ok, donc maintenant que on est là, on a une croissance économique élevée, le problème c'est que les conséquences directes d'une croissance économique élevée, c'est une hausse de l'inflation. Et ça, avoir une inflation trop élevée, c'est pas une bonne chose pour l'économie, même pour les consommateurs. Et donc à ce moment-là, la banque centrale, elle va décider de réaugmenter les taux pour limiter cette croissance économique et donc faire baisser l'inflation à terme. Et donc, on va repartir sur un petit peu une phase de récession, entre guillemets. Et puis là, on réarrive à un endroit où la croissance économique est faible, l'inflation est faible, les emprunts coûtent trop cher. Donc, la Banque centrale décide de baisser les taux à nouveau, etc., etc., etc. Ok, donc maintenant qu'on a vu les taux d'intérêt, l'impact qu'ils ont, on va voir un petit peu le vocabulaire. Donc en fait, quand vous allez voir écrit hawkish ou dovish, ça va vouloir dire quelque chose. En fait, tout simplement, quand on va dire que la politique monétaire d'une banque centrale est hawkish, ça veut dire qu'elle a tendance à vouloir augmenter ses taux, voilà, elle est agressive sur l'inflation, donc elle monte ou elle maintient ses taux. Et à l'inverse, quand elle est dovish, c'est qu'elle est plutôt accommodante, elle a tendance à baisser ses taux ou les maintenir bas. Donc la monnaie va avoir tendance à être un peu plus baissière. Donc voilà, tout simplement pour ça. Maintenant, on passe juste tout simplement aux banques centrales. Donc, si vous tradez le Forex, il y a 8 devises principales, donc vous avez 8 banques centrales à connaître. Donc, on a aux États-Unis la Fed, la Federal Reserve, euh, en Europe, pardon, la BCE, en Angleterre, la BOE, au Canada, la BOC, en Nouvelle-Zélande, la RBNZ, la RBA, la SNB et la BOJ. Donc on le verra pas dans cette vidéo, mais voilà, chaque banque centrale a un petit peu ses spécificités, chaque banque centrale a son gouverneur, chaque banque centrale a ses membres, etc., etc. Chaque banque centrale a son histoire, sa façon d'agir un petit peu différente. Pour vous donner un petit exemple, la banque centrale du Japon a tendance à avoir des taux d'intérêt très faibles et souvent intervenir sur les marchés forex pour soutenir sa devise. La banque centrale de Suisse qui a tendance à être très neutre. Enfin bon, bref, voilà. Chaque banque centrale a sa spécificité. On le verra pas en détail dans cette vidéo, mais voilà, si vous voulez voir en détail, si vous voulez approfondir ça, il y a le lien dans la bio où vous pouvez prendre des appels avec moi ou rejoindre mon canal Telegram où vous avez accès à toutes les analyses et donc vous pourrez approfondir vos connaissances et aller beaucoup plus loin en trading. Ok, donc maintenant on va passer à la dernière composante de cette vidéo, donc qui est une des plus importantes, et en fait c'est les 3 scénarios, il y en aura même 4, on le verra à la fin, d'une réunion de taux. Donc en fait, plusieurs fois dans l'année, il y a des réunions de taux d'intérêt où donc les banques, les banquiers de la banque centrale se réunissent pour décider des taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont les augmenter, les maintenir, les baisser? Et en fait, il y a plusieurs scénarios à ces réunions de taux. Donc là, on est sur le FOMC. Donc le FOMC, c'est la réunion de taux aux États-Unis avec la Fed. Et donc, on a plusieurs scénarios. Donc là, les marchés pour cette réunion de taux s'attendent à une hausse de 0,25% du taux d'intérêt. Donc dans le scénario 1, on augmente le taux d'intérêt conformément aux attentes, le discours de politique monétaire est neutre. Bon bah la paire euro-USD ne bougera pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle déjà price in. En fait, comme dans la vidéo sur les calendriers économiques, ce que je vous disais, c'est que le plus important, c'est la prévision, c'est pas le précédent. Ici, certes, on augmente les taux, mais en fait, c'est prévu par les marchés, donc l'impact sera limité dans le scénario 1. Ensuite, dans le scénario 2, on a ce qu'on appelle la surprise hawkish. Donc, on a une hausse de 0,25% de prévu, sauf que finalement, on augmente de 0,50% de prévu. Donc, à ce moment-là, puisqu'on est aux États-Unis avec le FOMC, l'USD va prendre beaucoup de valeur, l'euro va en perdre, et donc la paire euro-USD va chuter. Ensuite, on a la surprise dovish, donc avec le scénario 3, donc où on n'a pas de hausse du tout. Donc plutôt que d'augmenter les taux ou de les baisser, bon, bah, on les maintient. Et donc à ce moment-là, les investisseurs américains vont être déçus. Donc le dollar américain va perdre de la valeur, l'euro va en prendre face à ça, puisque c'est deux paires qui sont corrélées négativement. Et donc la paire euro-USD va prendre de la valeur. Ensuite, on a un dernier scénario, pardon, qui est le scénario où on maintient les taux, mais le discours est hawkish. Donc, on le voit par exemple ici, ça c'est une analyse que vous voyez, j'ai postée dans mon canal Telegram VIP. Donc bon, je vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire la conclusion.
Donc, en résumé, la décision d'aujourd'hui n'était qu'un maintien de façade, donc un maintien des taux, un vote à égalité 3 contre 3, résolu par une voix prépondérante et la reconnaissance unanime de l'imminence des augmentations des prix sont les signaux les plus restrictifs que la RBNZ pouvait envoyer. Donc pour juillet, le marché a déjà réévalué ses attentes, tablant sur une hausse à 78%. Donc on peut le voir sur ce graphique-là par exemple. Donc là, je vous explique un peu plus en détail. En fait, tout simplement, on a la réunion de taux en Nouvelle-Zélande, donc avec la RBNZ qui s'est clôturée par un maintien des taux à 2,25%. Mais en fait, dans les discours de la politique monétaire, dans le statement, dans la conférence de presse, les membres et le gouverneur se sont montrés très au quiche, très désireux de vouloir augmenter les taux dans les prochaines réunions. Et donc, ça a eu pour effet tout simplement de faire augmenter le dollar néo-zélandais sur les marchés. Donc, je vais vous montrer directement sur les graphiques. Par exemple, si je vais sur NZD-USD, j'y vais, voilà. C'est d'ailleurs un trade qu'on a pu prendre et qui a été partagé dans le groupe VIP. Voilà, donc sur NZD-USD, on peut le voir, grâce à cette politique monétaire hawkish, un maintien des taux certes, mais une politique monétaire hawkish, on a eu une grosse reprise haussière du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc voilà le dernier scénario. Donc encore une fois, je vous le répète, ce trade-là, il a été partagé aux membres. Je vais d'ailleurs essayer de vous le trouver. NZD-USD, voilà. Il est là, vous voyez, il y a le avant-après, le avant-position, le après-position. Donc ce trade-là a été partagé aux membres, ils ont pu en profiter, prendre du profit dessus. Donc si vous voulez comme eux accéder à mes analyses, accéder à mes positions ou encore accéder à un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas, les liens sont dans la bio.